Soyez les bienvenus dans 64 minutes. Merci d'avoir choisi TV5 Monde à la une de l'actualité. L'Iran à feu et à... Le mardi 13 janvier 2026, l'actualité internationale est marquée par une forte instabilité géopolitique, des conflits armés toujours actifs, des tensions diplomatiques croissantes et des crises sociales majeures sur plusieurs continents. Cette journée confirme que le monde entre dans une phase de recomposition profonde des équilibres politiques, militaires et économiques. En Europe de l'Est, la guerre en Ukraine continue de s'intensifier. Durant la nuit du lundi 12 au mardi 13 janvier, la Russie a lancé une série d'attaques massives contre plusieurs régions ukrainiennes. Des missiles de croisière et des drones explosifs ont ciblé principalement les infrastructures énergétiques, les centrales électriques et les réseaux de chauffage. Plusieurs villes, dont Kiev, Kharkiv, Dnipro et Odessa, ont été touchées. Les autorités ukrainiennes parlent de dizaines de blessés civils et de coupures d'électricité affectant des millions de personnes en plein hiver. Les températures négatives aggravent la situation humanitaire, notamment pour les personnes âgées, les enfants et les déplacés internes. Le président ukrainien a dénoncé une stratégie russe visant à briser la résistance morale de la population en attaquant les services vitaux. Il a renouvelé son appel à l'aide militaire occidentale, notamment pour des systèmes de défense anti-aérienne supplémentaires. De son côté, Moscou affirme viser uniquement des objectifs militaires et stratégiques, accusant l'Ukraine d'utiliser les infrastructures civiles à des fins militaires. Les combats se poursuivent également sur le front Est, notamment autour de Donetsk et Luhansk, où les affrontements terrestres restent extrêmement violents. Ces images publiées sur les réseaux sociaux montrent des manifestants rassemblés à Téhéran lundi soir, défiant les forces de sécurité. La contestation se poursuivrait donc, malgré la répression, qu'illustre cette vidéo relayée par une ONG. On y voit ce qui semble être des militaires tirés sur des civils en train de fuir. Selon les organisations de défense des droits humains, les morts se comptent par centaines. Les images comme celle-ci, de corps entassés dans une morgue de la capitale iranienne, ne cessent de circuler. L'ONU s'alarme et condamne. Nous sommes horrifiés par la montée de la violence directe. Le massacre de manifestants pacifiques doit cesser. Il est inacceptable de qualifier les manifestants de terroristes pour justifier la violence à leur encontre. Des victimes dont on découvre les visages et les noms, comme ceux de Roubina Aminian, une jeune kurde de 24 ans, étudiante en design et mode à Téhéran, tuée par une balle dans la nuque tirée à bout portant alors qu'elle manifestait. Rebin Moradi avait 17 ans, kurde lui aussi, il était un espoir d'un club de foot de la capitale iranienne. Mehdi Zadparvar, ancien champion du monde de culturisme classique, est mort à Rasht, sa ville natale, dans le nord-ouest de l'Iran. Le régime des mollahs est sommé de mettre fin à la répression et de rétablir l'accès complet à Internet comme aux services de télécommunications. Une coupure justifiée lundi par le chef de la diplomatie iranienne sur Al Jazeera. Nous avons officiellement reconnu les manifestations et le gouvernement était en dialogue avec les manifestants. Des représentants des manifestants ont été reçus par le gouvernement et le président iranien les a rencontrés personnellement. Internet n'a été coupé seulement quand nous avons été confrontés à des opérations terroristes et que nous avons réalisé que les ordres venaient de l'extérieur du pays. Cela fait plus d'une centaine d'heures que les Iraniens sont coupés du monde selon l'ONG NetBlocks. Téhéran accuse Israël et les États-Unis de détourner les manifestations contre la vie chère. Sur son réseau social, Donald Trump encourage ce mardi les manifestants à poursuivre le mouvement jusqu'à renverser les autorités et promet que l'aide est en route. Et sachez que plusieurs pays d'Europe, notamment l'Espagne, les Pays-Bas, la Finlande, le Portugal, la Belgique ou encore la France ont convoqué les ambassadeurs d'Iran pour dénoncer la répression des manifestations à Téhéran. Des diplomates aussi sont convoqués par les autorités, notamment l'ambassadeur de France. Et alors que Washington évalue toutes les options, y compris militaires, contre le régime iranien, Donald Trump a d'ores et déjà annoncé la mise en place de nouveaux tarifs douaniers, 25% supplémentaires pour tous les pays qui commercent avec Téhéran,
Qui est potentiellement concerné? Réponse avec Demet Korkmaz dans 64 Échos. Bonsoir Demet. Alors pour commencer, est-ce que l'on sait précisément comment le président américain compte s'y prendre pour surtaxer ces pays qui entretiendraient des relations commerciales avec Téhéran? Eh bien, tout est dans le message de Donald Trump diffusé sur son réseau social. Cette nouvelle taxe à effet immédiat s'appliquera à... Sur le plan international, l'ONU alerte sur une crise humanitaire durable en Ukraine. Plus de 10 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire immédiate. Les agences onusiennes demandent des financements urgents pour assurer l'accès à la nourriture, à l'eau potable, aux soins médicaux et au chauffage. L'hiver 2026 est décrit comme l'un des plus difficiles depuis le début du conflit. Au Moyen-Orient, la situation en Iran occupe une place centrale dans l'actualité du 13 janvier. Les manifestations contre le régime iranien se poursuivent dans plusieurs grandes villes du pays. Ces protestations, déclenchées par des revendications économiques et politiques, ont pris une ampleur nationale. Les forces de sécurité ont intensifié la répression avec des arrestations massives, des procès expéditifs et un contrôle strict de l'information. L'accès à Internet a été fortement restreint dans plusieurs régions afin d'empêcher la diffusion d'images et la coordination des manifestants. Le gouvernement iranien accuse des puissances étrangères d'alimenter les troubles. Les États-Unis, par la voix du président Donald Trump, ont publiquement exprimé leur soutien aux manifestants iraniens, appelant le régime à cesser la violence. Cette prise de position a provoqué une réaction immédiate de Téhéran, qui affirme être prêt à répondre à toute forme de pression ou d'ingérence étrangère. Les tensions diplomatiques entre l'Iran et l'Occident atteignent ainsi un nouveau niveau, faisant craindre une escalade régionale. Juste d'émettre le volume des échanges avec Pékin. Alors, cette fois, selon la Banque mondiale, les exportations iraniennes vers la Chine s'élèvent à 22 milliards de dollars. Dans le sens inverse, la Chine vend pour 15 milliards de biens à Téhéran. Alors, la raison pour laquelle la Chine serait le premier pays impacté, c'est qu'en réalité, le volume de ces échanges avec les États-Unis s'élève, regardez, à 530 milliards de dollars en 2024. Eh bien, c'est ce chiffre qu'il faut regarder puisque c'est sur ces volumes que seront imposés ces pays d'une surtaxe de 25%. La Chine, il ne faut pas l'oublier, est déjà taxée à 47,5% par l'administration de Donald Trump. Et puis, deuxième pays le plus impacté, on l'a vu tout à l'heure, l'Inde. Eh bien, ses liens commerciaux sont certes modestes avec l'Iran, à peine 1,5 milliard de biens échangés. Il concerne essentiellement l'alimentaire et les produits pharmaceutiques. Mais encore une fois, quand on regarde les volumes échangés entre l'Inde, New Delhi et Washington, eh bien là, on parle de 130 milliards de dollars. On passe à une toute autre échelle. Et puis, il ne faut pas croire que l'Iran est un pays fermé. Il est même très ouvert au commerce extérieur, à la fois pour écouler, on vient de le voir, son pétrole, mais aussi parce que le pays est très dépendant de l'étranger pour ses biens de consommation. Merci beaucoup, Demet. On poursuit cette page. Et d'ailleurs, toujours à propos d'économie, vous allez comprendre pourquoi. On va s'intéresser aux gardiens de la Révolution, piliers politiques, sécuritaires, mais aussi économiques. Donc, la cohésion de ce groupe, de ce corps est essentiel à la survie du régime iranien. Il est désormais scruté de près, en Iran comme à l'international. Alors, qui sont vraiment les gardiens de la Révolution? Florent Krebsek s'est penché sur la question. Ces images sont désormais quotidiennes dans les grandes villes iraniennes. Une foule compacte avance et l'on entend le bruit des armes automatiques. Des tirs attribués à des gardiens de la Révolution qui ont atteint mortellement ce jour-là 3 manifestants. L'histoire des gardiens de la Révolution commence très vite, après le retour à Téhéran de l'ayatollah Khomeini et de la Révolution islamique. Le nouveau maître des lieux n'accorde qu'une confiance limitée à l'armée iranienne, celle qui a servi sous le Shah, allié des États-Unis. Le nouveau dirigeant décide de créer une autre armée. Ces gardiens de la Révolution, appelés également Pasdaran, jurent fidélité au régime et au guide suprême. Près d'un demi-siècle plus tard, ces Pasdaran sont toujours là, protégeant le même régime et ses préceptes politiques et religieux. Cette armée est moins fournie que l'armée régulière, mais elle est considérée comme un groupement d'élite. Régulièrement, la télévision iranienne diffuse les manœuvres de ces unités déployées en Irak dans les années 80 ou plus récemment en Syrie. Des démonstrations de force comme cette impressionnante collection de drones entreposés dans un immense souterrain
Mais récemment, des cadres des gardiens de la Révolution ont payé de leur vie cet engagement à la République islamique, comme Hossein Salami. Le commandant en chef des corps des gardiens de la Révolution a été tué par une frappe israélienne au mois de juin dernier. Au fil des années, pour s'assurer plus encore de leur fidélité, l'État a concédé à ces gardiens de la Révolution le contrôle... Dans le même temps, la situation humanitaire à Gaza reste extrêmement préoccupante. Malgré des tentatives de cessez-le-feu ponctuelles, les affrontements et les frappes continuent d'affecter lourdement la population civile. Les organisations humanitaires signalent un nombre élevé de victimes, notamment parmi les enfants. L'ONU insiste sur la nécessité d'un accès humanitaire sécurisé et permanent, alors que les infrastructures médicales sont gravement endommagées. Aux États-Unis, la politique étrangère du président Trump continue de remodeler l'ordre mondial. En ce mardi 13 janvier 2026, plusieurs analystes soulignent que les décisions américaines récentes, qu'il s'agisse de sanctions, de pression diplomatique ou de repositionnement militaire, provoquent des réactions contrastées chez les alliés comme chez les adversaires. Washington affirme vouloir défendre ses intérêts nationaux de manière plus directe, quitte à bousculer les équilibres traditionnels. Cette approche suscite des inquiétudes en Europe et en Asie, où certains partenaires redoutent une instabilité accrue. Sur le continent africain, l'actualité est dominée par la situation en Ouganda. À 2 jours des élections présidentielles et législatives prévues le 15 janvier, le gouvernement a ordonné une coupure quasi-totale d'Internet sur l'ensemble du territoire. Les autorités justifient cette décision par des raisons de sécurité nationale. L'opposition et les organisations de défense des droits humains dénoncent une atteinte grave à la liberté d'expression et à la transparence du processus électoral. Cette coupure complique également le travail des journalistes et des observateurs internationaux. Par l'Arabie Saoudite pour son indépendance. Il y a des chiites en Arabie Saoudite, 1/5 de la population, que l'Iran a souvent manipulé. Déjà, rien que par cet aspect, il y a un échange entre les deux. Ensuite, ce sont 2 puissances pétrolières dont la prospérité dépend du cours mondial de l'or noir. Donc tout cela fait que les 2 pays, bien que, comme je le disais, bien qu'étant des rivaux religieux et géopolitiques, ont trouvé chacun la justification de son maintien dans l'opposition à l'autre. Ouais. Les 2 ennemis ont fini d'une certaine manière par se ressembler. Donc Riyad ne veut pas d'intervention militaire américaine en Iran? Surtout pas. Imaginez en cas de guerre, qu'est-ce qui se passerait? L'Iran a dit, et ça paraît de bonne guerre, qu'en cas d'attaque américaine ou israélienne, l'Iran considérait comme des cibles légitimes toutes les bases militaires dans la région. Et on a dans les Émirats, en Arabie Saoudite, à Bahreïn. D'autre part, si le régime tombe, que deviendrait l'arsenal nucléaire? Il y a des centaines de kilos de plutonium, d'uranium enrichi, des milliers de missiles balistiques, y compris des missiles hypersoniques, des drones. Que vont-ils devenir? Voilà pourquoi je dirais que, sans jeu de mots, Mohamed, que les 2 régimes se tiennent par la barbichette et aucun ne souhaite la disparition de l'autre. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage. Et alors que le monde a les yeux rivés sur l'Iran, pas de répit en Ukraine. L'armée russe a bombardé la région de Kharkiv dans le nord-est. 4 personnes ont été tuées selon les autorités locales et de nouvelles coupures de courant sont signalées dans cette région en proie à un hiver glacial, tout comme d'ailleurs à Kiev, la capitale ukrainienne, où plus de 800 immeubles résidentiels sont toujours privés de chauffage après les bombardements de l'armée russe. Une situation très difficile à vivre pour les familles alors que les températures descendent parfois jusqu'à moins 15 degrés. Des astuces de survie ont été mises en place pour venir en aide aux habitants. Le récit de Sophie Goldstein. Dans le froid glacial de Kiev, on ne peut pas les rater. Ces grandes tentes rouges chauffées grâce à des générateurs. Les habitants viennent y boire un thé, échanger et recharger leurs batteries au sens propre comme au figuré. Il fait sombre dans l'appartement. J'ai une cuisinière électrique, alors c'est impossible de manger chaud ou même de faire du thé. Plus de chauffage ni d'eau depuis l'attaque de jeudi. 5 jours déjà, comme Irina et sa fille. Tout a gelé chez nous. C'est très difficile de redémarrer le système. Certains appartements ont du chauffage, d'autres non. Natalia porte la fatigue sur son visage. Les journées sont longues, elle est au chômage technique. Le générateur est tombé en panne et je n'ai plus de travail en ce moment.
400 personnes environ bénéficient de ces installations chaque jour dans la capitale ukrainienne. Et plus de 400 000 étaient privés de chauffage en fin de semaine dernière, selon l'opérateur privé d'électricité DTEK. La moitié des immeubles de la capitale concernés, soit près de 6 000 bâtiments, selon le maire de Kiev, qui a appelé les habitants à évacuer la ville temporairement. À l'ONU lundi, le représentant de l'Ukraine dénonce des attaques barbares. Des millions d'Ukrainiens, dont ma famille à Kiev, se retrouvent sans électricité, sans eau, au moment où les températures nocturnes approchent des moins 20 degrés. Cela reflète la détermination de Poutine de poursuivre cette guerre barbare. C'est une claque aux médiateurs américains. Affirmation totalement infondée, répond le représentant russe. Les forces armées russes ne frappent pas les civils. Des millions d'Ukrainiens sans électricité, enchaîne la représentante américaine, qui dénonce une escalade inexplicable de la Russie, alors que jamais pourtant, dit-elle, un accord n'a paru si proche depuis le début de la guerre. Dans l'actualité également, Marc Carney qui s'envole ce soir pour la Chine pour une visite officielle jusqu'à samedi prochain. Première visite à Pékin d'un chef de gouvernement canadien depuis Justin Trudeau. C'était il y a 8 ans. L'occasion pour Ottawa de renouer des relations avec la Chine après des années de froid diplomatique. Mais c'est aussi un voyage très risqué pour plusieurs raisons pour le Premier ministre canadien qui est accompagné par 4 de ses ministres. On retrouve en direct de Montréal notre correspondante Catherine François. Catherine, bonjour. Quel est au juste l'objectif de cette visite de Marc Carney et quels sont les enjeux ? Alors, c'est un double objectif, en fait, pour le Premier ministre canadien. Tout d'abord, c'est de renouer avec la Chine un objectif politique, rétablir des relations diplomatiques après des années de vives tensions entre les deux pays, notamment quand Justin Trudeau était Premier ministre. Et c'est aussi un objectif économique, c'est relancer les échanges commerciaux entre les deux pays et il y a un enjeu sur ce plan, ça s'appelle des tarifs douaniers parce que le Canada a imposé il y a un peu plus d'un an des tarifs douaniers de 100% sur les véhicules électriques qui sont importés au Canada. Ça faisait suite, c'était pour suivre en fait la politique des États-Unis dans ce domaine et la Chine avait répliqué en imposant également des tarifs douaniers sur le canola et le porc canadien importé en Chine. On verra s'il y aura une levée ou une baisse de ces quotas entre les deux pays. Catherine, pourquoi est-ce que c'est une mission très délicate pour le Premier ministre canadien Marc Carney ? Eh bien, Marc Carney va encore une fois jouer au funambule et ce pour 2 raisons. D'abord, question du respect des droits de la personne. On sait que c'est un sujet qui est très sensible en Chine. Et la deuxième chose, eh bien, les ententes commerciales qui vont être conclues au terme de cette visite, eh bien, est-ce qu'elles vont avoir un impact? Est-ce qu'elles vont faire réagir les États-Unis et notamment titiller la susceptibilité à fleur de peau de Donald Trump? Ça, c'est ce qu'on verra également, alors que les négociations pour renouveler l'entente de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, eh bien, ça va commencer très, très bientôt. Alors, une rencontre importante pour Marc Carney, une visite importante. Il rencontre En Afrique centrale, la République démocratique du Congo fait face à une nouvelle tragédie humanitaire. Un glissement de terrain meurtrier dans l'est du pays a causé la mort de dizaines de personnes. Les opérations de secours sont rendues difficiles par l'insécurité persistante dans la région où plusieurs groupes armés sont actifs. Les autorités locales appellent à une aide internationale urgente. En Europe occidentale, un procès à forte dimension diplomatique s'ouvre à Paris. Une ressortissante iranienne est jugée pour des faits liés à des accusations de soutien à des activités terroristes. Ce dossier sensible pourrait avoir des répercussions sur les relations entre la France et l'Iran, dans un contexte déjà tendu. Les autorités françaises affirment respecter l'indépendance de la justice, tandis que Téhéran suit l'affaire de très près. En Algérie, une conférence institutionnelle majeure se tient autour de l'avenir du pays face aux défis régionaux et internationaux. Les responsables soulignent la nécessité de renforcer la stabilité politique, la coopération régionale et le rôle stratégique de l'Algérie en Afrique, du Nord et au Sahel. Sur le plan social, plusieurs pays connaissent des mouvements de protestation. En Afrique de l'Ouest, des syndicats annoncent des grèves dans le secteur de l'éducation pour dénoncer les conditions de travail et les retards de paiement. En Europe,
Des mobilisations liées au coût de la vie et à l'inflation sont signalées dans plusieurs capitales. Les exploitations agricoles ont disparu en France et le phénomène pourrait encore s'accélérer d'ici 4 ans lorsqu'un quart de ces agriculteurs partiront à la retraite. Le malaise de toute une profession qui voit chaque jour l'un d'entre eux mettre fin à ses jours. On a besoin d'une vision claire et ensuite on pourra accompagner les jeunes. Ces jeunes-là, on ne doit pas les envoyer dans le mur. On doit pouvoir leur promettre de la rémunération, de la sécurité, des moyens de production. Une délégation d'agriculteurs a été reçue à Matignon. Le Premier ministre leur promet un projet de loi d'urgence qui sera examiné par le Parlement avant l'été. Marine Le Pen jugée en appel dans l'affaire des assistants parlementaires européens. La députée du RN joue son avenir politique. Pour rappel, lors du premier jugement, elle avait écopé de 2 ans de prison ferme et de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Marine Le Pen dit n'avoir aucun sentiment d'avoir commis le moindre délit. Le récit d'Alexandre Perroux. À quelques heures de l'ouverture de son procès, Marine Le Pen joue la carte de la sérénité. J'espère pouvoir être entendue par la Cour d'appel. En attendant, vous maintenez votre programme habituel. État d'esprit d'espérance, en quelque sorte. Pourtant, c'est son avenir politique qui se joue à la Cour d'appel de Paris. Condamnée en mars dernier dans l'affaire des emplois fictifs de son parti au Parlement européen, la chef de file du RN a écopé de 2 ans de prison, mais aussi de 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Une peine qui l'empêche pour l'heure d'être candidate à la présidentielle en 2027 et qu'elle espère donc voir annulée en appel. La patronne du RN dénonce une condamnation politique, un argument qui ne prend pas vraiment chez ces Français rencontrés ce matin, y compris pour ce monsieur plutôt proche de ses idées. Je serais vraiment désolé pour elle et je pense pour la France si elle ne pouvait pas se présenter. Maintenant, s'il y a une décision de justice, moi en tant que citoyen, moi-même soumis à la justice de notre pays, je n'ai pas à me substituer à elle. C'est les premiers à dire que toute personne qui est condamnée normalement est censée être inéligible derrière. Donc quand ça leur arrive, je trouve ça normal que ça leur arrive vraiment. Alors quelle stratégie Marine Le Pen adoptera-t-elle cette fois face à la justice? Toujours la même, selon ses proches. Il n'y a pas eu d'erreur, de volonté quelconque de faire quelque chose d'illégal, de délictuel. Et donc, quand vous dites la vérité, vous n'allez pas changer votre vérité entre la première instance et l'appel. Donc non, il n'y a pas de changement de stratégie. Si la Cour d'appel confirmait le jugement de première instance, Marine Le Pen devrait donc laisser la place à son dauphin Jordan Bardella. Et pour la gauche, qu'importe l'adversaire, ce sont les mêmes idées à combattre. C'est au fond quand même la même politique, c'est-à-dire la même politique xénophobe, la politique d'extrême droite. Donc je vais dire, on prendra qui sera devant nous, quoi. La Cour d'appel doit rendre sa décision avant l'été. L'ambiance monte chez les supporters à la veille des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football. On ouvre notre page Maroc 2025. Et un coup d'œil pour commencer à ce dernier carré de cette CAN avec évidemment le Maroc devant son public qui aura fort à faire face au Nigeria, sans doute l'une des équipes les plus séduisantes de cette CAN. Coup d'envoi à 21h heure de Rabat, vous avez les heures qui s'affichent en temps universel. Et un peu plus tôt, le Sénégal qui sera opposé à l'Égypte à 18h heure de Tanger. Ce soir à Rufisque, les supportrices du Sénégal veulent y croire. Reportage de notre correspondante Alison Fernandez. Radigay enfile son grand boubou, confectionné à partir de tissu tioub et basin. Une tenue traditionnelle, habituellement portée lors des grandes cérémonies. Mais aujourd'hui, c'est en tant que supportrice que cette mère de 3 enfants le porte. Depuis plus de 25 ans, elle accompagne l'ASC, association sportive et culturelle, Les Bouguis. Radi est de tous les événements, que ce soit dans l'animation ou bien encore la restauration. De jour comme de nuit, si on a besoin de moi, je suis disponible. Mon mari m'encourage, je le fais pour le pays et pour les Bouguis. Dans son quartier de Dangou Nord à Rufisque, on compte de nombreux supporters de l'ASC Les Bouguis, créé ici même à la fin des années 70. Radisek, tu es prête? Dis à Fatoufal de venir. À l'origine, c'est surtout dans le cadre des Navétanes, le championnat national populaire, que l'ASC s'illustrait. Mais depuis le mondial de football au Qatar en 2022, ses supporters ont intégré la délégation officielle du Sénégal. Pour cette CAN au Maroc, 45 membres ont été invités par le ministère des Sports. Parmi eux, une maman Lina, c'est ainsi qu'on les surnomme, la seule à disposer d'un passeport. C'est donc depuis le Sénégal que les autres mamans Lina soutiennent les Lions.
On danse le ndorabine, c'est notre culture. Normalement, c'est pour rendre hommage à nos parents, nos grands-parents. Mais comme l'équipe du Sénégal s'est qualifiée, on se prépare pour la demi-finale et on chante pour tous les Sénégalais. Pour les membres de la Sélé-Bougui, la présence de ces mamans est précieuse. Elles incarnent la dimension familiale du groupe et les valeurs traditionnelles. Les mamans sont des très bonnes supportrices. C'est un homme force. Elles ne lâchent rien. Elles sont toujours derrière nous pour nous accompagner, pour nous donner des encouragements sur tous nos projets. Mercredi, le quartier tout... Enfin, les organisations internationales poursuivent leurs travaux sur les grands enjeux globaux. Les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres agences préparent des programmes pour répondre aux crises sanitaires, climatiques et humanitaires de 2026. Les experts climatiques indiquent que l'année 2025 a probablement battu de nouveaux records de température, confirmant l'accélération du réchauffement climatique. Le mardi 13 janvier 2026 s'inscrit donc comme une journée révélatrice d'un monde sous tension, confronté simultanément à des guerres prolongées, des crises politiques internes, des défis humanitaires majeurs et une transformation profonde des relations internationales.